Maintenant, on récapitule. On a vu les 6 activités. Ces 6 activités, il ne faut pas juste les voir comme des activités, comme ça, hors sol, qui flottent. Non. Il y a un but concret derrière. Pourquoi est-ce qu'avec ITIL 4, on propose ces 6 activités? Pour une raison très simple. C'est que ces 6 activités, comme je l'ai dit en introduction, elles sont aisément compréhensibles par tout un chacun. Elles permettent, ces 6 activités, finalement, de modéliser. Dès lors que j'ai une interaction avec un utilisateur, par exemple, ça va être l'activité impliquée. Dès lors que je vais aller chercher une compétence à l'extérieur, ça va être obtenir et construire. Dès lors que je vais faire un travail de conception de la solution que je vais mettre en face, je vais avoir un travail de conception. Quand je vais faire du test, je vais être dans l'activité de transition. Quand je veux répondre à un utilisateur qui m'appelle au secours parce que son application ne marche plus, je vais être dans fournir et construire. Quand je vais définir ma politique salariale, est-ce que j'embauche quelqu'un ou est-ce que je prends un prestataire et dans quel cas de figure je le fais, ça va être l'activité planifiée. Quand je vais relever les compteurs de ce qui se passe en production pour identifier là où peut-être je ne suis pas aussi bon que je le rêvais, ça va être amélioré. Donc, l'ensemble de ces activités est intuitivement et assez simple à appréhender. Maintenant, comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser en modélisant, en faisant ce qu'on appelle des ateliers de design thinking, c'est-à-dire utiliser ça comme un canevas. Un canevas pour modéliser, pour rentrer dans un tableau, finalement ça peut se faire aussi simplement que ça, modéliser, classifier les activités dans le cadre d'une expérience consommateur de bout en bout. Un exemple assez connu, c'est celui de ce qu'on appelle l'onboarding ou l'embarquement des collaborateurs. C'est souvent un sujet assez difficile dans beaucoup d'organisations pour comment je fais pour avoir, quand un nouveau collaborateur arrive, qu'il ait tout ce qu'il lui faut pour travailler, qu'il se mette au travail tout de suite et qu'on ne perde pas de temps. Bon. Exemple avec la chaîne de valeur des services. Imaginons, je suis dans une équipe, je suis manager et j'ai besoin d'un chef de projet. Un chef de projet de plus. Alors je vais m'interroger. Est-ce que je prends un prestataire ou est-ce que j'embauche quelqu'un? Je vais regarder. Grâce au produit de l'activité planifiée, je vais constater que la politique d'embauche, c'est si c'est pour plus de 2 ans, alors on embauche un collaborateur. Si c'est pour moins de 2 ans, on prend un chef de projet en prestation. Très bien, mon projet fait 1 an, donc je vais prendre quelqu'un en prestation. À travers l'activité impliquée, je vais discuter avec les achats pour arriver à formaliser mon besoin du profil du chef de projet en fonction de la typologie du projet. À travers l'activité impliquée, comme ça on va se comprendre sur mon besoin, et à ce moment-là, on va faire le travail obtenir, construire pour aller chercher la compétence. Donc là, ce sont les achats qui vont aller me chercher la perle rare sur le marché et me proposer, à travers les propositions commerciales de différentes sociétés de prestations, les profils qui semblent les plus appropriés. Là, à travers l'activité impliquée, on va discuter pour, 1, négocier le tarif journalier, 2, voir la disponibilité du profil, 3, valider son expérience et peut-être avoir des références d'autres clients qui ont eu recours à ces services. Bref, je vais aller chercher la perle rare pour mener mon projet. Quand cette perle rare va arriver dans mon équipe, je vais avoir besoin de lui fournir un espace de travail, un téléphone, peut-être aussi quelques accessoires pour faire de la vidéoconférence, tel qu'un casque, un PC, un badge pour entrer dans les bâtiments, et peut-être l'accès à une voiture de service parce qu'il va falloir qu'il se promène un peu partout dans la région. Okay. Donc avec ça, cette activité de transition, là on sera plus dans transition que conception, je vais aller me procurer, m'approvisionner, me provisionner à la fois ce qu'il faut comme badge, comme accès au parking pour récupérer les voitures, obtenir un espace de travail qui soit assez proche du reste de mon équipe pour pouvoir au quotidien interagir facilement. Bref, tout élément qui permettront qu'une fois le chef de projet arrivé, il aille, que ce soit livré tout ça au centre de service qui est par exemple juste à côté de l'accueil, et donc il arrive le jour J, et à travers l'activité fournir et soutenir, il se présente à l'accueil. Ensuite, il se présente au centre de service qui est juste à côté de l'accueil et perçoit son équipement, son badge, son smartphone, peut-être tous les éléments qui permettront d'accéder au parking pour la voiture de service, etc. Je vais pas oublier, après son parcours d'intégration, de lui demander comment ça s'est passé, et puis peut-être, moi-même, manager, on va me demander
Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Pour voir ce que l'on peut améliorer. On voit bien qu'à travers cette expérience bout en bout qui correspond à l'embarquement d'un nouveau chef de projet dans mon équipe, je recours à l'ensemble des 6 activités de la chaîne de valeur qui elles-mêmes cassent les silos. On a fait participer les gens de l'informatique qui ont fourni smartphone, PC, intégration sur le réseau, création de la boîte mail, etc. Les services généraux qui m'ont fourni le badge, l'accès au parking, le véhicule de service nécessaire, etc. La politique RH, donc le département RH, le département des achats qui m'a aidé à trouver le bon chef de projet, la perle rare pour mon équipe. Bref, avec la chaîne de valeur des services, on est capable de modéliser une expérience bout en bout en cassant tous les silos organisationnels, en faisant participer tout le monde, que ces gens soient à l'informatique ou pas. Bref, en jouant la carte de la performance collective, l'intégration de l'ensemble des activités des différents départements de l'entreprise. Deuxièmement, on voit qu'on a fait participer beaucoup finalement de pratiques utiles. On a fait participer l'activité par exemple de gestion des actifs informatiques qui va aller chercher acquérir le matériel nécessaire, les logiciels qui sont nécessaires, l'activité de déploiement qui va paramétrer la boîte de messagerie, la pratique de déploiement pour paramétrer la messagerie, pour faire en sorte que j'installe le logiciel de gestion de projet sur le poste de travail de l'utilisateur, le centre de service qui va l'aider, mon chef de projet, à faire les premiers pas et à prendre en main son poste de travail. Donc en fait, la chaîne de valeur des services, elle casse également les silos entre les processus en les faisant communiquer ces processus entre eux. Donc c'est vraiment un outil très fort pour modéliser l'expérience consommateur de bout en bout avec un langage qui finalement sera compréhensible quel que soit le savoir-faire, quel que soit le métier, qu'on soit quelqu'un qui travaille aux achats ou au RH ou aux moyens généraux ou ailleurs. Ça, c'est un premier élément, la modélisation de ce flux de valeur, bref, l'expérience consommateur de bout en bout. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous voyez là, ce dessin que vous avez là, qui vous montre les 6 activités de la chaîne de valeur. En fait, quand vous rentrez dans le détail de la documentation de chacune des 34 pratiques utiles, vous retrouvez ce dessin. Et avec une infographie, avec un jeu de couleurs, vous voyez pour chacune des 34 pratiques si la pratique contribue un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, à chacune de ces 6 activités. Bref, vous avez la cartographie, la relation directe entre ces activités et le corpus de bonnes pratiques utiles qui y contribuent plus ou moins. Donc non seulement vous avez avec ça la boîte à outils qui vous permet de modéliser votre UX, CX, User Experience, Customer Experience, de bout en bout avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient à l'IT ou pas. Bref, de faire un acte de modélisation de l'expérience de bout en bout, du design thinking. Et en plus, une fois que ce travail est fait, vous avez le lien direct qui vous est fourni dans le livre Itilcad Foundation vers les pratiques qui vont lui permettre de mettre tout ça en œuvre concrètement dans la vraie vie. Donc c'est vraiment une boîte à outils extrêmement riche pour faire finalement de la transformation digitale avec l'ensemble des personnes qui sont concernées, qu'elles soient à l'IT ou pas du tout.